politique. Donc c'est un lieu un petit peu particulier, proche d'Europe Écologie Les Verts, mais où la liberté de ton et la capacité à organiser des controverses est plus forte que dans un parti politique. Voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui la parole est libre et que j'espère qu'il y aura une diversité de points de vue exprimés avec force. Donc vous avez vu, pour l'instant c'est un atelier 100% féminin, même si l'économie est réputée être un sujet a priori plus viril, donc c'est pas une controverse hein, ça, mais Philippe Frémaux va bientôt arriver, il est un petit peu bloqué dans le TGV, qui a fait un crochet par Nantes, mais on peut compter sur lui, j'allais dire bientôt. À ma droite, j'ai Valérie Charol, qui est philosophe, qui aujourd'hui travaille à la Cour des comptes, qui a été directrice financière de Radio France, et qui a écrit beaucoup d'ouvrages, qui sont des ouvrages très sérieux. Et si les chiffres ne disaient pas toute la vérité, je pense que c'est en plein dans le sujet de l'atelier, qui vient de publier un livre que je vous recommande, qui est sur un sujet assez différent, qui s'appelle Les qualités de l'homme, un manifeste qui au fond décrit assez clairement ce que peut être une éthique personnelle dans ces temps de troubles que nous connaissons. Et puis à ma gauche, j'ai Christelle de Crémier, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, parce que hier elle a co-organisé un atelier sur la question de la société post-croissance. Et par ailleurs, Christelle est enseigne dans un master en ingénierie financière. Philippe Frémaux a été directeur de la rédaction d'Alternative économique, et aujourd'hui je crois qu'il doit présider la SCOP d'Alter Eco. C'est toujours lui qui est responsable de la bonne marche au fond d'Alternative économique, et on sait ce qu'on doit à Alter Eco en termes de débat sur les questions économiques. Donc moi-même, je m'appelle Lucille Schmid, je suis vice-présidente de la Fondation de l'écologie politique. Professionnellement, j'appartiens au ministère de l'économie et des finances. Voilà. Donc personne n'est parfait, y compris sur les masters en ingénierie financière. Donc je vais introduire ce débat un petit peu brièvement, parce que comme nous sommes assez nombreux, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait des exposés, mais qu'il y ait aussi un temps pour les questions-réponses qui soit assez long. Voilà, donc je commence. Donc pourquoi avoir eu envie de monter cet atelier sur la compatibilité entre l'écologie politique et l'économie? Parce que on a souvent le sentiment que ce sont deux mondes étanches, entre économie et écologie. On a souvent le sentiment que l'économie est utilisée dans le discours politique classique pour, au fond, repousser l'écologie dans une position sectorielle, secondaire, ou dire qu'il s'agit d'une question irréaliste, puisqu'elle est qualifiée de question qui coûte cher, de contrainte de modification du système, et on voit bien comment le discours économique, à l'usage du pouvoir, est utilisé contre l'écologie. Nous avions l'année dernière organisé avec Christelle déjà une discussion sur cette question, avec un collectif qui, au sein d'Europe Écologie Les Verts, a travaillé sur les questions justement de compatibilité entre écologie et économie, et en disant qu'au fond il faudrait d'une certaine manière faire en sorte que l'économie ne soit plus qu'un outil d'une pensée écologique. Je crois que c'était une vision, cette question de placer l'économie sous contrainte est un petit peu limitée, et c'est pour ça que nous avons souhaité avec la Fondation relancer ce débat pour poser d'autres questions. Alors la première, je vais vous faire une énumération qui montrera que les choses ne sont pas si simples. La première question qu'on pose traditionnellement entre écologistes, c'est une question sur les indicateurs. Très régulièrement, nous contestons le PIB, et là-dessus d'ailleurs Valérie a écrit un long article sur l'utilité des indicateurs actuels, la nécessité de les réactualiser, en montrant qu'ils s'inscrivent dans un contexte historique qui était le contexte des années 30, puis des 30 glorieuses, et que quelque part ils correspondent à un certain état du monde, un certain état de la pensée et du pouvoir qui aujourd'hui n'est plus à l'ordre du jour. Donc y compris si on est raisonnable, ne faut-il pas revoir les indicateurs? C'est une première question. Une deuxième question qui est régulièrement agitée, c'est la question de la nature. L'année dernière, la Fondation a donné un prix, un livre qui s'appelle « Faut-il donner un prix à la nature ?», qui est un livre qui a été écrit par Aurore Laluc, une jeune économiste
très talentueuse, qui a, à travers toute une série de cas qui vont du rapport Stern à la question de la valorisation, de la compensation des banques de compensation américaines, qui montrent comment, au fond, la question de la financiarisation n'est pas la question de la valorisation, mais que valoriser la nature, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que la nature n'est pas quelque chose qui peut être capitalisé. La troisième chose qui vient à l'esprit, c'est évidemment la question du marché, parce que nous voyons bien qu'aujourd'hui, le marché est utilisé dans une vision très court-termiste, très comptable, et que l'écologie est une affaire d'avenir, de long terme, d'investissement, et que quelque part, cette utilisation de la pensée du marché est une manière de repousser, encore une fois, l'importance de l'écologie. Quatrième question, et qui cette fois est un peu différente, elle porte sur la question de l'accession au pouvoir. Ayant une discussion assez passionnée avec un membre éminent des Grünen, des écologistes allemands, il me disait qu'ils avaient progressé, vous savez qu'aujourd'hui c'est les seuls écologistes qui aient le vent en poupe en Europe, ils avaient progressé dans les Länder à chaque fois lorsqu'ils avaient réussi à faire le lien entre économie et écologie et à se montrer comment dirais-je, réaliste, compétent sur cette question des pratiques économiques, à affronter le discours de l'innovation entrepreneuriale et à montrer qu'elle n'avait rien d'incompatible avec, en quelque sorte, une économie verte. Mais est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, faire du greenwashing? C'est une question qui est régulièrement agitée. Est-ce que lorsqu'on concilie discours sur l'entreprise et innovation et pensée écologique, est-ce qu'alors on renonce à certaines choses? Et je terminerai cette introduction en disant qu'il me semble que dans les deux cas, sur l'économie et comme sur l'écologie politique, le sujet c'est sans doute de penser le processus de transition à une transition qui est à la fois une transition mentale et une transition de pensée et une transition dans l'action. Donc c'est là-dessus que peut-être Valérie, tu peux... La question étant, l'économie est-elle conciliable avec l'écologie politique? Et puis pour lancer le débat, je vais tout de suite donner un élément de réponse et puis après je vais essayer de dérouler quelques éléments qui permettront de voir pourquoi on peut essayer de poser une première réponse à cette question. Oui, c'est conciliable, à condition que l'économie ne soit pas de l'économisme. Et donc à condition de déconstruire un certain nombre de présupposés économiques qui sont manifestement inadaptés et de proposer de nouveaux soubassements. Et dans ce que je vais essayer de vous dire, il me semble que le croisement du regard à la fois philosophique qui permet de venir sur le plan des principes, c'est-à-dire de qu'est-ce qui est raisonnable, je ne dis pas rationnel, raisonnable, et le croisement du regard économique, qu'est-ce que la technique économique a en magasin, et de regarder bien ce qu'il y a dans les soutes du magasin, peut permettre de voir dans quelle mesure on peut arriver à rendre ceci conciliable, non pas uniquement en idée et en principe, mais de façon factuelle, précise et en réalité. Alors je vais essayer d'aller vite pour lancer le débat, mais avec un petit objectif, je reprends une formule du philosophe Wittgenstein, que j'aime beaucoup, qui est un philosophe par ailleurs extrêmement sérieux, un philosophe analytique. Moi je suis plutôt de la veine de la philosophie analytique, donc une philosophie qui réfléchit beaucoup sur la technique et à partir de faits précis et notamment de la manière dont la science fonctionne. Et il y a donc cette citation est « Quel est ton but en philosophie ? Montrer à la mouche l'issue par où sortir de la bouteille à mouche ». Et c'est exactement ce que je voudrais essayer de faire avec quelques petites séries d'exemples aujourd'hui, avec comme idée derrière la tête qui est que si on veut rendre économie et écologie politique conciliables, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à renverser la charge de la preuve. C'est à renverser la charge de la preuve de la raison. C'est à faire dire et arriver à montrer que ce qui est raisonnable aujourd'hui, c'est de sortir d'un certain nombre d'ornières économistes au sens réduit et d'avoir un discours d'écologie politique plus large. Et que si on arrive à renverser la charge de la preuve, donc si on arrive à changer au niveau de la pensée, au niveau théorique, au niveau conceptuel, alors il y a un certain nombre de choses qui, sur un plan politique, de la faisabilité aussi technique, deviendront très très simples. Alors que tant qu'on n'a pas cette espèce de soubassement, j'aime pas le mot surplomb, donc plutôt ce soubassement-là, eh bien les choses paraissent déraisonnables et on renvoie un certain nombre de désirs qui peuvent être des désirs ou des projets écologistes à des rêves un peu d'enfants. Alors pour ceci, donc, je vais vous donner juste 3 séries d'exemples pour essayer de montrer en quoi les mesures économiques actuelles
sont issus de conventions de calcul, Lucille en a parlé, qui peuvent être plus ou moins judicieuses selon les époques, et qui ne sont pas forcément très judicieuses à l'époque actuelle, et qui ne sont en tout état de cause pas neutres. Et c'est surtout sur ce point aussi que je voudrais en venir. Alors, pour ces 3 séries d'exemples, j'ai commencé par le plus simple, et puis on ira au plus compliqué. Le plus simple et celui qui est le plus connu, c'est évidemment la question de la statistique descriptive, comment on décrit le réel. Et dans la description du réel que fait l'économie, le sujet le plus commenté, le plus connu, c'est évidemment celui de la croissance. Donc sur la croissance, je ne vais pas être très longue sur les débats techniques qui entourent la mesure de la croissance parce que je pense qu'ils sont très connus. C'est des débats aussi qui sont très largement diffusés. On connaît largement donc les défauts de mesure du PIB. Il y a des défauts techniques sur lesquels peut-être les débats n'ont pas nécessairement porté, qui sont des défauts techniques aussi de partage entre inflation et croissance pour savoir dans le PIB, dans l'augmentation du PIB, qu'est-ce qui relève de l'inflation, qu'est-ce qui relève de la croissance. Donc en dehors des débats, je dirais, assez médiatisés sur le problème du fait que la croissance mesure à rebours, par exemple, les dégâts environnementaux, il y a aussi d'autres problèmes qui se posent entre économistes et que les économistes discutent entre eux sur le partage entre inflation et croissance s'agissant des biens technologiques. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Je fais référence là à ce débat un peu technique entre économistes, mais qui a son importance, qui est de savoir où est la valeur ajoutée apportée par les ordinateurs. Elle est passée en fait plus dans les statistiques d'inflation que dans les statistiques de croissance dans les dernières années. Enfin, il y a tout un tas de débats de ce type-là. Mais ce sur quoi moi je voulais insister, c'était sur 2 points. C'est que le référentiel de calcul du produit intérieur brut que l'on utilise aujourd'hui est un référentiel qui a été conçu au début du XXe siècle et qui a été utilisé massivement à la fin après la Deuxième Guerre mondiale et qui répondait à l'époque à un réel besoin, qui était le besoin de reconstruction. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à raisonner en taux de croissance et en pourcentage annuel de croissance. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on avait chaque année en plus, puisqu'il y avait besoin de reconstruire tout ce qui avait disparu au moment de la guerre. J'ajoute, et c'est un des points techniques assez amusants du débat économique qu'il y a sur le problème du PIB, qu'une partie, on le sait maintenant, des taux de croissance très élevés qu'ont eu les pays comme la France, notamment dans les 30 glorieuses, est liée non pas en fait tant à l'augmentation de l'activité économique qu'à l'entrée dans l'activité marchandisée, donc faisant partie d'un échange monétaire, de ce que faisaient les femmes. Donc il y a toute une partie de la croissance des 30 glorieuses qui est liée en fait à des changements de structure de comportement. Donc on a un référentiel qui a été conçu dans une période où il était adapté, où il a servi, et aujourd'hui on se rend compte que ce référentiel a vécu. Il a vécu aussi pour une raison, je mets en avant tout un tas de petits points techniques qui ne sont peut-être pas des points sur lesquels on vient souvent, par le fait que le PIB tient très mal compte de la richesse produite par le secteur public. Il calcule ça de façon très simplifiée et on ne regarde pas quelle est la valeur ajoutée produite par le secteur public. Donc le PIB tient mal compte des produits technologiques innovants, tient mal compte de ce qui est apporté par la sphère publique. Il tient compte à rebours des problématiques environnementales, puisque vous savez bien que quand il y a une catastrophe environnementale, eh bien, les sommes qui sont consacrées à réparer vont rentrer dans la croissance, qui n'est quand même pas ce qu'il y a de plus heureux en termes de mode de calcul. Ça. Donc, pour dire que c'est un référentiel qui mérite d'être revisité d'un point de vue historique, qui le sera très certainement, puisque les économistes commencent à en parler beaucoup. Il y a eu le rapport Stiglitz, bon, mais on en a encore pour quelques années, peut-être quelques décennies avant qu'il évolue vraiment. Et surtout, ce que l'on sait, ce que l'on voit, c'est que le calcul du PIB sur l'année est par pays, c'est-à-dire l'attente des décideurs politiques sur une croissance de 3 à 5% par an, ce calcul-là est particulièrement pernicieux.
Alors, il n'y a pas si longtemps, il y avait une commission qui avait été présidée par Jacques Attali, dont l'objectif était d'arriver à arracher un 5% de croissance pour la France pour les décennies à venir. 5% de croissance pour la France par an, ça veut dire que le PIB de la France double en 15 ans. Il triple en 22 ans. C'est de toute évidence un horizon qui n'est pas souhaitable. Et fort peu d'économistes ont cet horizon-là en tête. Et je pense que c'est là un des points principaux sur lesquels on peut faire porter le débat, c'est projeter dans le long terme, évidemment, les désirs que l'on peut avoir en termes économiques et bien voir aussi, dernier point sur le PIB, dans quelle mesure le raisonnement en pourcentage par pays, eh bien, il a pour effet d'araser les inégalités de développement entre pays. 1% de croissance en Chine et 1% de croissance en France, c'est pas du tout la même chose parce qu'on n'est pas du tout la même population et on n'a pas du tout le même niveau de développement initial. Donc si nous voulons, par exemple, que le niveau de développement entre pays, c'est-à-dire que les niveaux de vie entre pays, des populations des différents pays se rapprochent, il faut accepter de fortes différences de croissance entre pays riches et pays pauvres. À défaut de quoi, eh bien, il y aura toujours des inégalités qui vont aller croissantes entre pays riches et pays pauvres. Donc tout ceci est assez connu en fait. La question c'est pourquoi se passe-t-il rien? Parce que de fait, il ne se passe pas grand-chose depuis une vingtaine d'années sur ces sujets qui sont malgré tout assez faciles à comprendre et qui sont déjà maintenant très largement documentés. Il me semble, alors ça c'est peut-être un peu provocateur, mais que c'est aussi parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de situer le débat en dehors de ce champ. Je dirais qu'il n'y a pas à avoir un débat uniquement entre... Est-ce qu'il y a que la croissance, ou alors si ce n'est pas la croissance, c'est la décroissance, et d'arriver à trouver quelque chose qui nous situe non pas dans le règne du soit on a plus, soit on a moins, mais qui peut être la question de l'équilibre, d'avoir un horizon d'équilibre, de développement équilibré. Et pour l'instant, le débat reste encore difficile sur ce sujet-là parce qu'on a l'impression, on n'a pas encore convaincu les économistes que l'équilibre ne signifiait pas l'atonie. Vous pouvez avoir l'année prochaine 2000 milliards de PIB en France, comme cette année, donc pas de croissance, mais ces 2000 milliards faits de façon différente. Donc avoir une richesse qui soit différemment constituée. Donc, pour sortir de l'enfermement économiste là-dessus, je dirais qu'il faut revenir, j'y reviendrai en fin de présentation, il faut vraiment aussi faire peser sur les économistes et sur la profession économiste la charge de la preuve de l'adéquation des instruments de mesure qu'ils utilisent aujourd'hui en termes de statistiques économiques, parce qu'il y a beaucoup à dire et que le dossier est déjà assez plein. Sur le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est la question des marchés financiers. On rentre dans des choses un peu moins documentées. Les statistiques qui sont utilisées sur les marchés financiers sont des statistiques alors très compliquées, mais qui, toutes pour résumer, postulent l'indépendance des observations. C'est-à-dire qui postulent le fait que chacun des faits qui se produisent sur les marchés financiers est indépendant des autres. Pourquoi est-ce qu'ils postulent ça? Parce que sinon on ne peut pas faire de calcul. On n'obtiendrait pas un résultat unique pour faire des prévisions et pour dire eh ben, il vaut mieux faire tel placement que tel placement. Ou alors, si on faisait des calculs, on verrait que les risques sont trop élevés. Il y a notamment des travaux de Mandelbrot sur ce sujet-là, où il utilise sa théorie des fractales, mais il y a d'autres types de publications un peu sur ce sujet. Or, de toute évidence, les marchés financiers ne fonctionnent pas de façon indépendante. Les produits sur les marchés financiers, ils sont beaucoup indexés les uns aux autres. Et puis, il y a énormément de produits dits dérivés, c'est-à-dire telle opération donne lieu à telle opération en cascade, telle autre opération en cascade. Et les marchés financiers, en réalité, fonctionnent énormément sur le mode du miroitement et du réfléchissement. Donc je dirais que là aussi, sur le sujet des marchés financiers, il est possible de critiquer l'économisme sur son propre terrain, celui de la raison, celui du rationnel, celui du sérieux. C'est-à-dire que sur le terrain de la rationalité économique, la manière dont les marchés financiers utilisent leurs propres arguments ne sont pas tout à fait, ne répondent pas au canon que les marchés financiers eux-mêmes
souhaitent mettre en avant et dont ils disent, après à tous les autres intervenants dans la sphère économique, qu'ils doivent se mettre au même diapason. Enfin, troisième série d'exemples, la question, et là on rentre, je dirais, dans le cœur de la machine économique, la question des normes comptables. Alors les normes comptables, c'est un sujet qui est, je dirais, encore moins souvent traité dans le cadre de la pensée philosophique et politique. C'est la grammaire de l'économie au quotidien pour les entreprises. C'est la grammaire qui dit aux entreprises qu'est-ce qui va faire un profit, une perte, qu'est-ce qui est une charge et qu'est-ce qui est un produit. Or, de toute évidence, les normes comptables et leur orientation ne sont pour le coup pas neutres. Alors, deux points. Le point massif et le plus connu, c'est celui de l'orientation comprise les normes comptables depuis que l'on a adopté dans le cadre de l'Union européenne le cadre conceptuel de l'International Accounting Standard, c'est-à-dire le fait que depuis maintenant une quinzaine d'années, les entreprises établissent leurs comptes dans la perspective des investisseurs sur les marchés financiers. C'est-à-dire que les sociétés fonctionnent et établissent leurs résultats pour répondre aux besoins des marchés financiers en termes de regard sur elles-mêmes. Ceci donc est assez nouveau. Avant, on était dans une perspective plus historique, de comptabilisation au coût historique. Ça a eu énormément de conséquences techniques et pratiques sur les entreprises dans la manière dont elles doivent faire leurs comptes, notamment sur le fait que chaque entreprise maintenant, à chaque fois qu'elle termine ses comptes, et avant c'était annuellement, mais maintenant pour les grandes entreprises c'est tous les trimestres, elle doit se mettre en situation de faire comme si elle pouvait être vendue entièrement. Et donc on est dans une perspective qui n'est pas celle de la perpétuation de l'activité, mais qui est celle de la possibilité qui doit être toujours actuelle de se faire céder sur un marché financier ou en fusion-acquisition. Et donc on a de ce point de vue-là totalement réorienté le schéma classique qui est proposé par l'économie classique et que j'oppose à l'économisme. J'ai fait un premier livre qui s'appelait « Le libéralisme contre le capitalisme », où j'essayais de montrer en quoi le libéralisme théorique des origines est différent de l'économisme et du néolibéralisme et de ces genres de théories-là. Eh bien, on a non plus, comme le voulait l'économie classique, un marché des biens et des services qui se situe au-dessus, qui est le pivot de l'économie, avec un marché du travail, un marché du capital qui sont sur un pied d'égalité pour l'économie libérale chez Adam Smith, pas chez tous les économistes libéraux des origines, mais chez Adam Smith, les capital et travail sont sur un pied d'égalité, qui viennent alimenter donc ce marché des biens et des services avec l'acteur économique, consommateur un peu au centre du processus. Et bien avec la révolution des normes comptables, on a complètement fait pivoter le système où on a au-dessus le marché du capital, marché financier, au fond. Dans la perspective duquel, très officiellement et selon les normes comptables qu'appliquent toutes les entreprises, eh bien, fonctionne le marché des entreprises, donc des biens et des services, et le marché du travail qui est relégué au rang de marché d'ajustement. Le deuxième point que je voudrais mettre en avant sur la question des normes comptables, après j'arrêterai, c'est la question donc du traitement comptable du travail. Alors, le traitement comptable du travail a été scellé à la Renaissance. Parce que les principes comptables de la comptabilité en partie double, ça date de la Renaissance. Et à la Renaissance, on a décidé que le travail était une charge pour l'entreprise et pas une valeur. Il se trouve qu'à l'époque, le travail salarié n'existait quasiment pas, puisque les seules entreprises pour lesquelles les comptes ont été façonnés à la Renaissance, c'était la banque et le négoce. Qui étaient des activités dans lesquelles il n'y avait pas le salariat, et en tout cas pas le salariat industriel des premières, deuxième et puis troisième révolutions industrielles. Ce présupposé-là, qui est que le travail est une charge pour l'entreprise et pas une valeur, donc il vient en moins dans son compte de résultat
mais jamais en plus dans sa valeur et dans ses actifs, n'a jamais été remis en cause. Il aurait pu l'être au moment où Adam Smith a écrit son essai sur la richesse des nations, puisqu'il commence en disant « Le travail est le fond primitif sur lequel se fonde toute la valeur économique ». Ça n'a pas été, parce qu'il n'y avait pas le rapport de force, peut-être aussi, pour le faire advenir. Aujourd'hui, alors que l'on dit depuis une trentaine d'années qu'on se situe dans une économie de la connaissance, ça ne l'est pas non plus. Alors que pourtant, de toute évidence, même selon le dogme de l'économie de la connaissance, qui est au cœur de l'économisme aussi, eh bien, c'est bien le travail qui est le cœur de la richesse de l'entreprise. C'est des présupposés qu'il faut savoir interroger. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de la manière dont on pourrait calculer la valeur du travail, parce que ça pourrait nous amener assez loin, mais je suis prête à rentrer là-dedans dans le débat. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que si on le faisait, ça donnerait aussi une place au travail dans le passif des entreprises, c'est-à-dire dans et ça pourrait permettre de donner une assise à la présence des salariés dans les conseils d'administration des entreprises sans qu'il soit besoin d'avoir recours à cette fiction de l'actionnariat salarié. Donc voilà, pour tout ça, ces trois exemples pour montrer que pour sortir des impasses un peu de l'économisme, pour arriver... Enfin, je pense que tout ce que j'ai dit relevait plus ou moins d'une certaine forme d'évidence sur la manière dont le cycle économique devait se dérouler. Mais aucune de ces évidences ne prend corps dans le discours économique traditionnel, parce que pour l'instant, on a encore laissé trop de place à l'idée que la raison est du côté de l'économisme, et que la déraison serait du côté de ceux qui plaident pour une autre forme que l'économisme en matière de pratique économique. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'au contraire, c'est du point de vue de la raison et d'une certaine forme de rationalité que les présupposés aujourd'hui de l'économisme sont déraisonnables. Et que c'est en attaquant par cet angle-là que l'on pourrait renverser la charge de la preuve. Pour dire en toute fin quelque chose sur un peu la forme, pourquoi je parle des chiffres et à propos de la question de l'économie, c'est que on est passé, c'était un peu le sujet de ce livre-là, et si les chiffres ne disaient pas toutes les vérités, en l'espace à peu près d'un siècle, d'un monde qui était auparavant un monde de mots et de choses, le monde encore sur lequel Foucault se prononce, le monde de Quine, le monde de la philosophie du XXe siècle, à un monde de faits et de chiffres. C'est beaucoup les chiffres qui orientent les décisions publiques. Et dans un monde de faits et de chiffres, eh bien c'est aussi en sachant décrypter les chiffres, regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la machine qui les fait advenir, que l'on peut arriver à redonner place à ce qui n'est pas du choix arbitraire, mais de la décision raisonnée. Et pour dire un dernier mot sur la question de la vérité, ce qu'il y a derrière ce débat, c'est qu'on a beaucoup tendance à assimiler, et la science en est très très responsable aujourd'hui, vérité scientifique, vérité tout court et données chiffrées. Or, toute donnée chiffrée est issue d'une certaine forme de convention, même quand il s'agit de la statistique descriptive, même quand il s'agit de décrire le réel. On pourrait parler de choses beaucoup plus simples qui sont de calcul du nombre de chômeurs. Je peux vous expliquer. Enfin, on pourrait débattre de quelles sont les conventions qui sont utilisées pour prendre telle personne et pas telle autre. Donc il y a de la convention derrière chaque chiffre. Donc j'ai fait un petit article pour Esprit il y a quelques années qui s'appelait « Vérité des marchés » entre guillemets et choix démocratique, pour dire qu'il n'y avait pas en fait deux formes de vérité qui serait l'une la vérité du chiffre et l'autre le choix démocratique qui serait celui qui n'est pas vraiment légitime mais qui pourrait être arbitraire, mais au contraire une forme de construction de la vérité qui, avec le chiffre ou avec la démocratie, est le produit d'un processus. Et le produit d'un processus de construction. Voilà. Comme ça. Merci beaucoup Valérie. Je retiens trois éléments sur lesquels j'ai envie de rebondir par rapport à Christelle en ce que tu as dit. D'abord, ce que tu nous as dit sur la question de la croissance.
Croissance en Chine, croissance en France, ce n'est pas la même chose. Moi, je veux dire une chose par rapport aux négociations climatiques, et notamment à la COP22 qui va se tenir à Marrakech en novembre, c'est que la question du développement, qui est une question qui, chez beaucoup de pays émergents ou en développement, continue à être vue par rapport au taux de croissance, est une question qui est sur la table en termes d'équité, de solidarité entre Nord et Sud, et que ça risque d'être un point bloquant des négociations s'il n'y a pas suffisamment de partage du fardeau entre pays du Nord et pays du Sud. Et on voit bien que nos débats sur croissance et décroissance sont importants, mais doivent être revisités au sens de peut-être de la post-croissance. Là-dessus, Christelle, tu auras certainement des choses à nous dire. La deuxième chose que je retiens, c'est ce que tu nous as dit sur la question des conventions. Au fond, tu nous as invité à un exercice démocratique, et il est évident qu'une des missions de la Fondation, c'est évidemment de questionner ce qui semble complexe et qui, pour cette raison, est souvent décrété ne pas être à la portée de tous, et que nous avons, au contraire, à bien comprendre que nous sommes dans une démocratie où il faut affronter la complexité et penser que chacun a toute sa vocation à devenir économiste. Troisième point, et je pense que dans le débat il faudra revenir là-dessus, quand tu qualifies d'économisme en l'opposant à l'économie, il y aurait une économie qui en fait serait plus créative, ou des économistes qui seraient prêts à entendre tous nos questionnements, les questionnements que nous portons comme écologistes. Bon, moi je pense que c'est pas seulement l'économisme, je pense que le sujet c'est l'utilisation de l'économie par un pouvoir qui est un pouvoir immobile, et je pense que là-dessus il faut aussi dans le débat qu'on puisse revenir sur cette question d'articulation entre économisme et absence de démocratie réelle. Voilà, donc Christelle, sans transition, si tu peux répondre à ces trois questions, c'est formidable. Je ne sais pas si je pourrais y répondre. En tout cas, Lucille, je tenais vraiment à te remercier, toi ainsi que la Fondation, d'avoir organisé ce débat. Ça fait, c'est vrai, plusieurs années que le groupe de travail national économie écologiste et la Fondation, nous collaborons année après année à cette épineuse question, et je trouve que les débats sont toujours tout aussi riches. J'enseigne effectivement en master 2 d'ingénierie financière, et j'enseigne à des élèves qui se destinent à être traders, à travailler dans les banques, en back-office, comment la déréglementation financière accélère la crise climatique et écologique. Et je ne vous cache pas que c'est le maître de conférence qui a fait un acte militant en me permettant d'enseigner, et que les élèves me demandent: mais madame, comment on va faire? Enfin, à la fin du cours, ils me demandent: mais on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va devenir? Donc ce que j'essaye de leur montrer dans un enseignement qui est celui que nous tous nous avons à l'école, dans l'enseignement supérieur, etc., qui est un enseignement en silo, et qui est le silo de l'argent. Et au contraire, j'essaye de leur donner un enseignement systémique pour qu'ils voient l'ensemble des effets de la finance qui aujourd'hui détermine à peu près toute notre activité économique, et les influences qu'elle a sur la géographie, le climat et en général sur l'environnement. Une petite phrase d'introduction très importante pour vous tous. Je pense que l'économie ne s'adresse absolument pas à des économistes. L'économie s'adresse à l'ensemble des citoyens. Et c'est un effet pervers du libéralisme d'avoir dit que le politique ne devait pas s'occuper d'économie, et donc ils ont subtilisé aux citoyens et au débat démocratique le débat de la politique économique qui nous appartient à nous tous citoyens et qui n'aurait jamais dû nous être retiré. Je pense que c'est un point fort que les écologistes peuvent porter, c'est de nous réapproprier du débat. Ce n'est pas un débat des spécialistes, c'est un débat citoyen. Sur l'aspect de l'économie, moi je voudrais vraiment clarifier une chose, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui économie, c'est une manière de faire de l'économie. C'est de l'économie orthodoxe, c'est de l'économie libérale qui a aujourd'hui pris une place totalement prépondérante dans l'idéologie et dans l'organisation de notre pensée, de notre débat public. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on ne peut pas aborder la question l'économie est-elle compatible avec l'écologie politique si on ne part pas du principe qu'il n'y a pas une seule économie qui est aujourd'hui celle qui domine, c'est-à-dire l'économie libérale, mais et capitaliste, mais qu'il y a bien une économie, il y a bien d'autres économies, et notamment une économie écologiste qui en est à ses balbutiements,
qui peut se décliner selon plusieurs noms, mais qui est en train d'être construite et qui n'a absolument pas les mêmes fondamentaux. Je pense notamment à l'économie biophysique, qui ne prend pas du tout en compte en premier l'argent, mais bien les flux d'énergie, et qui est fondée sur ce flux-là. Qu'est-ce qu'elle dit, l'économie orthodoxe? Donc, dans la suite de mon propos, quand je dirais économie, vous penserez économie libérale. Hein, donc c'est comme l'acception que nous avons tous. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle va d'abord poursuivre la maximisation de la valeur pour l'actionnaire, ce qui guide aujourd'hui toutes les décisions économiques et politiques. Elle dit qu'elle ne peut pas s'envisager sans croissance. C'est-à-dire que même si nous ne changeons rien aux règles du jeu et que nous n'avons pas de croissance, bien tout le château de cartes s'effondre pour plein de raisons, mais en tout cas une simple que je peux vous donner tout de suite, c'est qu'il n'est pas possible de payer, de rembourser des intérêts sans la croissance. Donc tout le système d'intérêts et d'emprunts et de crédit sur lequel on fait tourner notre machine économique ne peut pas survivre sans croissance, sans parler de tout le reste. Troisième chose, c'est une économie de marché. C'est-à-dire qu'elle joue, elle détermine des prix, et que sans le prix, elle ne sait pas fonctionner. Nous sommes dans une économie qui a besoin de donner un prix à tout. Et vous verrez dans la suite de mon propos que la vie est en ce moment l'objet d'un calcul de prix, toutes les formes de vie. Donc, une fois qu'on a posé, voilà, quand on dit économie, c'est une manière de la concevoir depuis 2 siècles, c'est-à-dire depuis assez peu par rapport à l'histoire de l'humanité sur Terre, c'est une économie libérale. Je vais tenter de vous démontrer pourquoi l'économie libérale n'est pas compatible avec l'écologie. C'est-à-dire que là, j'apporte une réponse, on est au débat, donc moi j'apporte une réponse qui est tranchée. Il y a deux grandes familles de raisons à cette incompatibilité. La première, c'est un aveuglement généralisé de l'économie libérale sur plusieurs points. Et le deuxième, c'est l'absence de limites. Et donc ces deux choses-là font qu'on n'a pas de compatibilité avec un monde réel qui ne supporte pas l'aveuglement que je vais vous décrire et qui est effectivement limité. Sur la première partie, l'aveuglement. Premier aveuglement important, celui de la fixation des prix. Vous avez donc notre économie s'appuie sur la fixation des prix, les fameuses lois du marché, des lois qui en plus ont été théorisées, mathématisées. On nous a expliqué que le politique ne devait pas s'occuper, donc la puissance publique, donc les citoyens ne devaient pas s'occuper d'économie. Et on a dit pourquoi? Parce que de toute manière, les lois du marché sont mathématiques. Et donc on ne discute pas la mathématique, il n'y a pas de débat. Donc on retire du débat public le fait de pouvoir parler d'économie. Or, ces fameuses lois du marché sont totalement aveugles. Elles sont aveugles en amont par rapport à la destruction qui est faite de l'environnement, et notamment tout l'extractivisme. Et comme le disait très bien Yves Cochet dans la conférence de hier, les 90% de tout ce qui nous entoure matériellement est non renouvelable et provient du sous-sol. Et donc cet aveuglement-là n'est pas pris en compte sur la destruction irréversible des ressources et de l'environnement. C'est aveugle aussi en aval, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les acteurs dans l'offre et la demande, dans ceux qui vont demander, ils ne vont pas prendre en compte non plus les effets sur la santé, la pollution, les déchets qui, pour certains, sont infinis. Je pense notamment aux déchets radioactifs. Donc le prix qui est déterminé par quelqu'un qui offre de manière aveugle et quelqu'un qui demande de manière aveugle, vous imaginez bien que c'est une convention, c'est un jeu, c'est un immense Pokémon, ça n'a aucune valeur. C'est juste une convention entre gens qui se font un grand jeu, et notamment dans les marchés financiers, tous les prix qui sont fixés de transactions le sont d'abord à 70% aux États-Unis, à 50% en Europe, par des robots. Donc on est dans une convention entre machines. Donc d'abord penser une chose, le prix est totalement une invention, une vue de l'esprit. Deuxième chose, c'est aveugle sur la nature humaine. La fameuse rationalité des acteurs sur laquelle toute la mécanique et toute la théorie de l'économie libérale est fondée,
eh bien, c'est appuyé sur le fait qu'on recherche rationnellement notre profit individuel. Vous êtes là tous et toutes tout à fait conscients que c'est non seulement terriblement réducteur, mais ça l'est tellement que ça en devient faux. C'est-à-dire que cette nature-là humaine est en fait totalement hypothétique et renvoie plus à un axiome et à une hypothèse de travail qu'à une réalité. Et donc, toutes les théories économiques qui en découlent sont encore fausses. Donc on a le prix est une convention, le comportement des acteurs économiques ne correspond pas non plus à la réalité. Troisième aveuglement, que je voudrais bien, parce que ça fait partie peut-être des choses les plus dures, y compris chez nous écologistes, à accepter. C'est qu'il n'y a pas de dématérialisation. Je suis sûre que dans vos entreprises, pour ceux qui ont le bonheur d'être salariés dans un grand groupe, on vous met à la fin de votre mail, aimez la nature, n'imprimez pas ce mail. Bon. C'est encore une fois une vue de l'esprit, il n'y a pas de dématérialisation possible. Je donne souvent cet exemple parce qu'il est très parlant. Un mail de 1 meg envoyé à une personne, c'est 24 heures d'une ampoule allumée. C'est en équivalent énergie. Je ne vous parle pas de toutes les terres rares, du fait que toutes nos tablettes d'ordinateurs ne sont pas recyclables, qu'ils sont en plus en obsolescence programmée, et que l'énergie qui est dépensée par les data centers va devenir en fait la première émission de gaz à effet de serre du monde, y compris devant les États. Donc, essayez avec vos voisins, vos collègues, de leur dire non, écologie et Internet, ce n'est pas. C'est pas parce qu'on passe par la dématérialisation, c'est un fantasme, une vue de l'esprit, ça n'aide pas la planète. Donc ça, on peut l'appliquer aussi. Je continue parce que faut aller jusqu'au bout quand on parle de croissance. Quand on est critique, on est le seul parti à porter ça. Donc il faut aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut parler de la croissance des services en disant mais quand on va s'occuper de quelqu'un, bah forcément c'est immatériel, il n'y a pas de souci. Tout est matériel. Nous sommes des êtres matériels. Il n'y a pas de croissance immatérielle possible, y compris lorsque vous faites du service à la personne. Quand vous faites du service à la personne, vous avez besoin de toute manière d'avoir des instruments, d'avoir du matériel, d'avoir des voitures, de transporter les personnes. Vous êtes de toute manière en chair et en os et la croissance derrière va se quantifier en termes forcément de consommation de quelque chose. Et donc, quand on dit il y a une bonne croissance et il y a une mauvaise croissance, une croissance à l'infini, qu'elle soit des services, de l'agriculture, de l'alimentation, de ce que vous voulez, de toute manière, elle n'est pas compatible dans un monde fini. Donc, voilà, vraiment réinterroger cette notion de dématérialisation qui permettrait en fait de nous excuser et de dire en fait, on peut ne pas changer les règles du système économique et s'en sortir quand même. Moi, malheureusement, j'essaye de vous bousculer un peu et de vous dire non, ce n'est pas vrai. On ne s'en sort pas si on ne bouscule pas les fondamentaux même du système économique. Quatrième aveuglement de l'économie libérale. Quatrième aveuglement de l'économie libérale, d'accord. Petit mot de Lucille. C'est l'argent. C'est l'argent, justement. C'est l'argent. À partir d'une date clé, excusez-moi, je vais aller vite, j'aurais aimé le développer un peu plus, du coup je vais aller vite. Quand Nixon a décidé de changer les talons or, il a vraiment marqué un tournant parce qu'il a dit l'argent n'a plus de réalité matérielle, n'a plus de contrepartie matérielle, c'est-à-dire que ça devient une valeur mathématique infinie et donc on rentre dans le grand monde du hors-sol. Donc c'est ce que l'on peut voir notamment avec le fait que l'argent devient quelque chose qui, ne reflétant plus une réalité matérielle, puisqu'il s'en affranchit, eh bien, va en fait perdre totalement de sa valeur. C'est-à-dire que non seulement le prix n'a pas de sens, mais en plus, quand on se rapporte à l'argent, eh bien, comme on peut en créer
ad libitum, c'est-à-dire sans limite, eh bien, finalement, toutes nos structures ou à peu près nos digues, elles peuvent toutes sauter. C'est-à-dire que là, je comptais vous donner 2-3 exemples, mais je vais en donner qu'un. C'est celui de la loi biodiversité. Dans la loi biodiversité, c'est peut-être je considère une des plus grandes perversions actuelles, et je regrette amèrement que ELV ne soit pas beaucoup plus présent dans le débat d'une loi qui vient d'être votée. C'est qu'ils instituent le droit à détruire l'environnement. Ils disent, si vous détruisez un élément naturel qui, par exemple, a mis 100 000 ans à se constituer, vous devrez payer un prix. Alors déjà, vous savez ce que ça vaut le prix. Et ça, pour pouvoir le faire, et soi-disant, ce serait dissuasif. Comme l'argent est créé de manière illimitée, vous trouverez toujours un abruti suffisamment riche pour pouvoir pour pouvoir avoir la somme d'argent, pour avoir le droit d'implanter un aéroport, de pouvoir détruire, créer une usine ou un site, payer cette somme d'argent à une banque de compensation, et cette somme d'argent ensuite, elle passe directement dans les marchés financiers, elle est en produits dérivés, c'est-à-dire avec des paris futurs et des assurances, et vous avez l'effet pervers que nous constatons aux États-Unis, c'est-à-dire la possibilité de s'assurer financièrement sur la disparition d'une espèce et donc de s'enrichir beaucoup à partir du moment où la biodiversité a disparu. Donc c'est à ça la machine, on va dire, du capitalisme qui recherche de la croissance de manière mécanique et sans limite, c'est à cette aberration notamment que cela peut conduire. La deuxième grande famille de raisons pour laquelle l'économie libérale et l'écologie ne sont pas compatibles, c'est la question des limites. Effectivement, le capitalisme, c'est l'accumulation du capital. C'est une accumulation qui n'est pas limitée. Donc, s'il vous plaît, de même qu'il n'y a pas de dématérialisation possible, sachez qu'il n'existe pas de capitalisme régulé, de capitalisme que l'on pourrait avoir de manière stable, gentille, qui finalement joue dans une petite cour mais ne dépasse pas certaines limites. Non, à un moment donné, le capital atteint une certaine limite et comme il ne peut pas être stable, il ne peut pas connaître l'équilibre, il est obligé d'aller plus loin. Et donc ce plus loin, quand on est au tout début, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, on s'équipe et donc on fait des machines, on fait des voitures, on avance, on dépense du pétrole parce que les 30 Glorieuses, c'est du pétrole, c'est rien d'autre que ça, 2/3 du pétrole et de la consommation de pétrole. Et à un moment donné, comme ça s'essouffle, on va trouver autre chose, on va financiariser. Et c'est pour ça que la financiarisation de l'économie est arrivée à la fin des 30 Glorieuses, parce que c'est la croissance qui s'essoufflait et qu'il fallait trouver un autre moyen, de manière, quel que soit le mode, de pouvoir continuer à avoir des intérêts, à avoir de la croissance du capital. Aujourd'hui, les taux d'intérêt s'essoufflent. Et donc maintenant, ce qui est mis sur la table, c'est effectivement le traité transatlantique pour continuer à assurer aux entreprises multinationales leur rente et donc l'accumulation de capital. Donc ce système économique est un système qui ne connaît pas, qui ne souffre pas, par définition même, qui ne souffre pas de limites. Et donc on ne peut pas composer avec lui. Et on passe à la question du rationnement, qui est une question éminemment démocratique, mais il faut avoir le courage d'aller jusque-là, ou alors sinon on ne fait que le jeu finalement des multinationales qui vous parlent de la responsabilité sociale et économique, qui ne touchent en rien leurs fondamentaux, qui est la maximisation de la valeur pour l'actionnaire, et qui continuent en fait à détruire et à nous emmener dans le mur. Merci beaucoup. Alors, je pense que ce qui s'est passé dans ce débat est assez intéressant parce que vous l'avez senti, ou peut-être ne l'avez-vous pas senti parce qu'il y a eu deux discours assez parallèles, mais je crois qu'il faut assumer que nos deux intervenantes ne sont pas d'accord. Et ça, je pense que c'est un point, je tiens à le dire parce que je ne vois pas pourquoi on ferait semblant...
voilà, on est à la fondation de l'écologie politique. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la controverse, mais en tout cas, il me semble assez clair qu'entre ce que vient de nous dire Christelle, qui est quelque chose de la critique très radicale, en fait, de l'économie libérale et capitaliste, comme tu l'as qualifié, et du discours de la croissance, et ce que nous a dit Valérie. Alors, c'est peut-être pas un désaccord frontal, mais il y a un désaccord sur la méthode, en tout cas. C'est nous a dit Valérie sur le fait que, au fond, pour critiquer un certain discours économiste, où l'économisme, il fallait se placer du côté de la raison et inverser la charge de la preuve, ce sont deux positions qui, sur la méthode, sont assez radicalement différentes. Et moi, je voulais, avant de vous passer la parole, dire une chose, c'est que quand on s'embarque sur l'économie, ce qui me frappe en vous ayant écouté, c'est qu'on se met à ne plus parler d'écologie, et que vous avez beaucoup parlé d'économie et assez peu, au fond, de la transition écologique et de la difficulté, encore une fois, à articuler écologie et économie. Donc je pense que le débat va nous permettre de poser des questions sur l'écologie. Moi, je souhaiterais, je vais un peu essayer d'orienter le débat, je souhaiterais que les questions sur la valeur de la nature soient posées. Je souhaiterais que la question du coût de la transition écologique soit aussi posée, parce qu'on voit bien toutes les polémiques en France lorsque les Allemands arrêtent le nucléaire sur le fait que ça leur coûte entre 600 milliards et 1200 milliards d'euros, mais au fond on ne sait pas vraiment chiffrer, et est-ce qu'un acte politique de ce type ne devait pas être à un moment engagé, même s'il a un coût, c'est une question. On voit bien que la période de crise interdit aussi d'engager la transition pour des raisons qui sont toujours budgétaires. Et donc on voit bien, comme le disait Valérie, que la question de l'horizon du long terme est encore plus repoussée en période de crise. Ça, c'est un point qui me semble essentiel. Donc il y a ça, il y a ce que nous a dit, tout ce que nous a dit Christelle sur la question de la finance, et elle enseigne à de futurs traders qui ensuite, d'ailleurs, adhèrent à ELV. Je pense que c'est ça le sujet. Donc ça, c'est intéressant. Non, mais vous pouvez lire, la première fois que la Fondation a fait un atelier, c'était sur la finance, quand on a commencé à exister, et il y a plusieurs personnes qui étaient dans la salle qui à la fin sont venues me dire « Je travaille dans la banque, mais je suis écologiste et je ne le dis pas ». Donc il y avait un vrai sujet là-dessus. Donc moi je vous pose la question de cette question de la culture de la transition, parce que quand je t'entends dire, Christelle, que les choses ne doivent pas être négociées et qu'il y a quelque chose d'irréconciliable, la question qui nous est posée, c'est, et on sait bien, c'est une interpellation qui nous est souvent envoyée par la société, c'est comment est-ce qu'on veut changer les choses, est-ce qu'il y a matière à une transformation, et où est-ce que le compromis est un abandon de valeurs et un abandon de ce que nous sommes, et où est-ce que le compromis peut être fécond pour installer la transition écologique. C'est une question que je voulais poser, et sur économie et écologie, ça me semble être un point essentiel. Mais je passe la parole à la salle. Oui, alors je ne connais pas du tout les noms de tout le monde, donc Mathias va passer le micro. Voilà, chacun se présente, et voilà, et puis tu essaies de faire parler les femmes aussi, mais remarque, les femmes ne font pas parler. Essaie de faire parler quelques-uns. On va commencer 3 fautes, et après on fera parler. Donc Pierre, bonjour. Alors je partage tout à fait l'analyse. Alors pour ma part, j'ai mené une réflexion justement sur le problème de l'économie et l'écologie. J'en suis arrivé à la conclusion enfin c'est ma conclusion, qu'en fait il fallait 2 monnaies. La monnaie qu'on a aujourd'hui qui est la monnaie travail, et une monnaie environnement, et que les deux soient divisés. C'est-à-dire que quand on paye un produit, il faudrait payer les 2 prix. Et que la monnaie environnement soit un salaire journalier qui soit reversé à tout le monde, qui rejoindrait un peu le salaire, le revenu de base et tout ça. Et que donc ceux qui polluent plus, en fait finalement, soit limité si personne leur vend finalement le droit de polluer, mais si les gens pourraient donc diminuer finalement leur consommation, et pour vendre finalement des échos à d'autres personnes. Et surtout, je pense que quand le prix de l'environnement est noyé dans le prix du travail, finalement dans l'euro, les consommateurs n'ont pas la visibilité de combien ça coûte à l'environnement. Ils ont moins, je pense, de responsabilité par rapport au prix. Donc je pense qu'une refonte de l'économie devrait passer par une refonte de la monnaie, et justement prendre en compte cette monnaie travail et cette monnaie environnement séparée, pour que chacun ait une visibilité de ce qui coûte à l'environnement et avoir une relation vraiment plus forte avec les ressources naturelles. Donc voilà, merci. Bonjour à tous, Sofiane du groupe local du 19e. Il y a un mot que vous avez utilisé qui me plaît beaucoup. Alors,
J'ai étudié l'économie à Lyon, et je me rappelle que mes profs ils me disaient toujours les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et en fait, c'est une phrase pour moi qui symbolise tout le problème de la croissance économique. Et finalement, est-ce que le mot clé que vous avez utilisé vous, c'est pas le mot équilibre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'écologiste, on respecte la nature et on observe son équilibre. Par exemple, les gens qui vont vous dire oui, il faut débroussailler parce que sinon la nature... Mais il y a toujours de l'équilibre dans la nature. Est-ce que finalement ce serait pas ça l'idée aujourd'hui de l'économie, c'est de remettre de l'équilibre dans la maison, puisque ça vient là, le mot économie, au lieu de partir soit comme ça, mais voilà, plutôt linéaire. Bonjour, Alain Valentin. Moi j'ai l'impression que le capitalisme aujourd'hui est entré dans une troisième phase, une phase un peu frénétique où on cherche par tous les moyens à continuer à donner du rendement à l'argent, à la monnaie qui est placée sur les marchés financiers. Et donc on assiste à un épuisement des ressources de plus en plus évident. On racle tout ce qu'on peut racler pour continuer à rémunérer le capital. On traîne des pieds face au réchauffement climatique. Et aujourd'hui, je dirais, on s'en prend même aux travailleurs. On l'a vu, la loi travail, qui n'a simplement pour but que d'augmenter les profits du capital. Dans nos pays riches, on a de plus en plus de pauvres. Et je crois que l'écologie politique devrait se servir de cet état de fait, qu'on constate très bien. On a vu ce qui s'est passé en Grèce de façon extrême. Par exemple, on devrait se servir de ça et dénoncer à la fois ce modèle de croissance et ce modèle de capitaliste en disant il faut vraiment passer à autre chose, quoi. Peut-être encore une dernière question avant que après on reprend un deuxième round de questions. Oui, je retrouve quand même que les deux intervenantes ont dit des choses assez convergentes, hein, c'est-à-dire que l'économie comme telle, ça n'existe pas. Il faut préciser quelle économie. Je pense que si on définit le mot général économie, c'est simplement mesurer les résultats ou les moyens d'exploitation de notre domaine. On aura forcément une économie écologique. Donc ce qui n'est pas compatible, et là-dessus Christelle a raison, c'est l'écologie avec l'économie actuelle. Bon. Est-ce qu'on peut en faire une autre? C'est ça le fond du problème. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Christelle quand elle attaque au bazooka n'importe quelle mesure. Je prends un seul exemple. Dire que c'est faire le jeu du capitalisme que de faire payer les dégradations de l'environnement. Moi, j'ai vécu, disons, 70% de ma vie, et je pense que c'est encore à 90% le cas, dans des situations où le capitalisme dégrade l'environnement sans rien payer, sans demander l'autorisation et quoi que ce soit. Franchement, c'est déjà miraculeux sur Notre-Dame-des-Landes qu'on puisse mener une guérilla parce qu'ils ne compensent pas assez. J'étais ingénieur des ponts et chaussées pendant X temps, mais alors, vraiment, hein, on faisait des autoroutes, on bouffait de l'espace, on traversait des zones humides, on s'est même fait déclassifier des choses qui étaient trésors de l'humanité d'UNESCO, comme le marais Poitevin, enfin, mais vraiment, mais on s'en foutait. On s'en foutait. Alors, quand on introduit quelque chose, on dit, ah, vous avez peut-être le droit de le faire, mais il faudra compenser, etc. Dire, ah non, ça c'est affreux, bah, excusez-moi, c'est une formidable victoire. Formidable. Même chose quand on fera payer vraiment la production de gaz à effet de serre à ceux qui dégagent l'effet de serre, je considère que ce sera une formidable victoire. Alors est-ce que ça suffira? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller au-delà? C'est-à-dire, moi je me pose la question aux deux intervenants parce que je n'ai pas encore entendu leur réponse. C'est-à-dire, on nous dit le capitalisme équilibré, ça n'existe pas. Si, on a eu un équilibré entre capital et travail, il a duré, disons, les 30 ans de la social-démocratie. Bon. Est-ce que, quand on rajoute, ah oui, maintenant, c'est pas seulement entre capital et travail, c'est avec la nature que les générations futures que vous devez être équilibré, est-ce que c'est possible? Ça, c'est une vraie question. Alors, à ce moment-là, oui, mais est-ce qu'il suffit de mettre des écotaxes? Est-ce qu'il suffit de mettre des quotas? Est-ce qu'il suffit de faire payer l'environnement, etc.? Ou bien faut-il en plus abolir le salariat, abolir les rapports marchands? Ça, c'est une vraie question.
Mais je pense que le débat devra commencer là-dessus. On va répondre peut-être première réponse et après d'autres questions. Alors, pour essayer de donner des éléments de réponse sur ces questions, je crois que ce qui était très convergent, c'est que l'économie actuelle n'est pas compatible avec l'écologie politique. Après, c'est la question de savoir quel est le diagnostic précis et quels sont les types de pistes de sortie qui pouvaient être différentes. Mais sur la question de dire que l'économie telle qu'elle est actuellement pratiquée, avec notamment la question de la concentration des pouvoirs dans la sphère financière et de l'absolue exigence de croissance et de l'intérêt que porte l'économisme uniquement au court terme, n'était pas viable et ne pouvait pas être compatible avec une écologie politique. Donc il n'y a pas de différence d'appréciation. C'est pourquoi je tenais aussi à parler de conciliation possible, parce que si on réfléchit à la racine des mots, on a écologie et économie des deux côtés. D'un côté, on a, pour faire de la racine grecque, oikos nomos, et de l'autre, oikos logos. Le oikos, c'est ce qui nous est propre, domestique, c'est la sphère domestique. Dans un cas, c'est la logique, l'écologie, la logique de la sphère qui nous est domestique. Dans l'autre cas, c'est nomos, c'est la règle de ce qui nous est domestique. Et je pense que si on sait arriver à avoir justement une vision à peu près raisonnable du monde dans lequel on vit, on doit pas arriver à pouvoir faire coïncider ces deux sphères-là. Après, on avait des questions extrêmement précises qui ont été posées sur lesquelles j'ai pas tous les éléments de réponse, mais en revanche, quelques orientations sur la question de la monnaie. C'était une question très intéressante, la monnaie. Alors, moi, je fais partie de ceux, mais je ne suis pas majoritaire, qui ont tendance à considérer que le règne du chiffre, c'est déjà suffisamment étendu. Et donc, je serais plutôt pour être assez peu partante sur l'extension à l'infini de ce que nous chiffrons et de ce à quoi nous donnons une valeur monétaire. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir des instruments de mesure, mais si on se mettait, c'est un exemple que j'ai pris dans un article, si vous remplacez l'indicateur de croissance par un indicateur de bonheur intérieur brut et que vous mettez les pouvoirs publics en situation de regarder cet indicateur de bonheur intérieur brut comme ils regardent l'indicateur de croissance aujourd'hui, c'est-à-dire en étant focalisé sur les 3 mois ou à la rigueur l'année qui vient et en voulant réagir à toute baisse ou tout ajustement, je ne suis pas tout à fait sûre qu'on aboutisse à une amélioration du processus démocratique et de la liberté. Parce qu'il faut quand même réfléchir aussi à ça, à la sphère de la liberté. Et je crois que, disant cela, je suis par ailleurs très tentée par les questions de monnaie, et je pense qu'il faut aussi avoir en tête cette limite à ne pas franchir entre l'idée qui est souvent tentante, mais de donner aussi un chiffre et une valeur chiffrée à quelque chose qui n'en avait pas jusqu'à présent. C'est aussi un peu faire le jeu de l'économisme, entre guillemets. Ça, c'était une des questions. Sur le capitalisme, le fait qu'il est rentré dans une troisième phase un peu d'hystérie de système réfléchi, je pense que c'est tout à fait évident, avec en plus la question de l'épuisement des ressources fossiles sur lesquelles cette phase de croissance s'est appuyée. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir dans les prochaines années, prochaines décennies, quelque chose qui va basculer, mais qui a besoin de force politique pour basculer et aussi de force intellectuelle pour basculer. Parce qu'il faut qu'il puisse basculer sur la base de quelque chose, d'un discours qui n'est pas qu'incantatoire, qui n'est pas que de promesses de lendemain qui vont chanter, mais qui est aussi un discours dans lequel il y a des promesses qui pourront être réellement tenues. Et le problème aussi des discours politiques, de critique de l'économie qu'il y a eu beaucoup dans les dernières décennies, c'est qu'on a beaucoup promis, y compris qu'on allait lutter contre le monde de la finance, et que derrière il ne se passe rien. Donc il vaut peut-être mieux promettre des choses qu'on saurait faire, c'est-à-dire, par exemple, attaquer vraiment la question des pouvoirs, de la concentration des pouvoirs sur les marchés financiers, attaquer vraiment la question des normes comptables, attaquer vraiment la question du calcul du PIB, si on veut obtenir des résultats. La question, c'est le résultat aussi.
Par ailleurs, dernier point sur lequel, alors, il y avait l'adresse que nous a fait Lucille, et ça répond à la question aussi peut-être de l'équilibre, sur le fait qu'on n'a pas assez parlé d'écologie. J'ai à un moment essayé de parler du fait qu'on était passé dans un monde qui fonctionne sur la base d'un système réfléchi. Alors je faisais en cela référence à quelque chose, à un ouvrage d'Alexandre Coiré qui s'appelle « Du monde clos à l'univers infini », dans lequel lui analyse la transition qui s'est faite au XVIIe siècle entre le monde clos des Antiques, dans lequel la Terre était au centre du monde et puis le Soleil tournait autour. Donc à l'univers infini, celui de Leibniz et de Newton, dans lequel il y a le Soleil et la Terre qui tourne autour, et dans ce monde-là, pour lequel nous avons mis en place un certain nombre de nos processus, et notamment de nos modes de pensée. Et je pense c'est le point sur lequel je voulais en venir, à ce que j'appelle moi le kantisme de tous les jours, qui se résume dans une formule qui est la fin de la deuxième critique de la raison pratique, où Kant explique, il s'intéresse aux écologistes, il y a le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Et c'est toute l'idée de Kant de dire, il y a d'un côté la nature, et la nature, elle marche de façon mécanique, déterministe, je vais pouvoir la regarder de façon scientifique, la quantifier, et de l'autre côté la loi morale et mes préceptes moraux. Et tout ce qui intéresse Kant, c'est d'arriver à faire séparer clairement ces deux règnes-là pour que l'un n'ait pas besoin de l'autre pour fonctionner. Et nous fonctionnons depuis le XVIIIe siècle sur ce discours mental-là. C'est celui-là qui est derrière les formes aussi de représentation que nous avons dans le cadre des institutions politiques. C'est-à-dire, on a d'un côté la science et de l'autre côté la morale. Et je pense que pour le coup, ce mode de vision de la réalité est complètement décalé, je vais terminer, est complètement décalé par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'on est maintenant passé dans quelque chose qui est différent, qui fonctionne sur le mode du système réfléchi, c'est-à-dire que, et le discours écologiste en est évidemment l'un des emblèmes, que la nature, il n'y a pas d'un côté la nature et de l'autre côté l'homme, mais un entre-là. Et il faut avoir le discours, donc une sorte de révolution copernicienne du même genre que celle que Descartes a faite au XVIIe siècle et qui a été poursuivie par Kant, pour arriver à trouver la manière d'agencer la vérité dans ce cadre-là. Dans le cadre de Kant, la vérité, c'était la démocratie, elle fonctionne uniquement sur la base de choix moraux, délié de tout calcul, et donc je peux faire un contrat social sans prendre attache et sans prendre garde à la nature ou sans prendre garde au règne des faits et au règne de la science. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ça ne marchera pas. Et c'est pour ça qu'il faut avoir, je pense, un discours critique sur la manière dont la science fonctionne, science économique, sur la manière aussi dont on la laisse fonctionner, et ça permettra de repenser les fondamentaux de la pensée politique avec cette articulation dans un système réfléchi entre l'homme et la nature. Alors j'ai pas le temps de développer plus, mais il y a derrière un certain nombre de principes qui sont plus dans les qualités. Alors, je vais concentrer ma réponse sur les questions générales qui concernent le fait de donner un prix à la nature, un prix à l'environnement, un prix à la destruction, ou une taxe ou une amende à la destruction. C'est-à-dire tout ce qui est lié à une quantification d'argent dans un système tel qu'il est aujourd'hui, par rapport à un service donné par la nature ou à une perte de ce service par destruction. Cette idée-là, elle n'est absolument pas nouvelle, elle a été développée par Herman Daly, et ça porte un nom, si vous voulez en lire plus, qui s'appelle l'économie écologique.
et qui permet en fait, qui essaye d'intégrer dans le cadre d'une économie libérale capitaliste avec des bilans, des comptes de résultats, cet impensé finalement qui est l'environnement et la nature. Et donc de là, vous avez le prix vous retrouvez votre prix de l'environnement, toute l'idée de la compensation, je dirais, elle vient de là d'un point de vue idéologique. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que depuis maintenant 5-6 ans, la masse monétaire mondiale augmente de 30% chaque année. C'est-à-dire que l'argent qui est sans limite, mécaniquement, avec le système de la spéculation des marchés financiers, vous connaissez bien le chiffre, hein, sur 100 €, 3 permettent de financer l'ensemble de l'économie réelle, 97 sont purement spéculatifs. Cette masse monétaire-là, qui est exponentielle et de plus en plus énorme, avec un argent totalement déconnecté de toute réalité physique, terrestre, même universelle, je dirais. Cet argent-là, il croît, et donc ça veut dire que de fait, il est capable de tout acheter. Donc on ne peut pas finalement voir comme une digue, une protection, le fait de donner un prix à la nature à partir du moment où le prix est déterminé de manière conventionnelle, avec de l'argent qui n'est qu'une écriture et non pas une réalité avec une contrepartie physique. Et c'est là où nous sommes restés quelque part dans une conception de l'argent de notre enfance, c'est-à-dire où nos grands-mères nous donnaient nos 5 € et on les touchait, ils étaient physiques, et nos 5 francs étaient très chers. Les 5 centimes, et du fait, on a l'impression que l'argent a encore une réalité matérielle pour nous, finie. Et en fait, non. On est en train d'achever 30 ans de déréglementation financière. L'argent n'est plus du tout le même que pendant notre enfance. Et de fait, son utilisation pour réguler n'est plus réaliste. Donc c'est pas une histoire de passer au bazooka, c'est de prendre en compte la réalité financière qui a été bâtie. Je vais vous repasser la parole. Je voudrais juste dire 2 choses. D'abord, réagir par rapport à ce qu'a dit Valérie sur Kant. Moi, je dois dire que j'avais été très marquée quand j'avais lu le truc de Kant, Vers la paix perpétuelle, avec l'idée que enfin un grand philosophe essayait d'organiser une société internationale. Et en t'écoutant, je comprends pourquoi c'est si compliqué de mener des négociations climatiques et d'avoir un traité international sur le climat. Parce que tout simplement, on est en train d'essayer de mettre une matière qui, quelque part, est une matière qui n'a jamais été mise dans les relations internationales, et notamment qui a une portée, même Laurent Fabius l'a dit, il a dit le climat c'est le sujet international le plus difficile parce qu'il n'y a pas de frontières bien sûr, mais il y a aussi une complexité des angles d'approche qui est à la fois économique, sociale, évidemment, naturelle, écologique, etc. Et donc on voit bien qu'on a conçu notre société internationale pour certains sujets et d'une certaine manière auxquels l'écologie échappait. La deuxième chose que je voulais dire, parce que je sens une certaine colère de Christelle sur la question de la compensation écologique, c'est qu'avec Marc Lipinski, qui est au premier rang et qui co-préside le conseil scientifique de la Fondation de l'écologie politique, on a eu à cœur que la Fondation travaille sur la compensation. On a demandé à un écologue et à un économiste, Denis Couvet et Harold Levrel, de travailler ensemble, et je voudrais que vous lisiez cette note, et d'ailleurs Christelle que tu la lises, parce que au fond elle dit un certain nombre de choses qui sont que la compensation, et je rejoins ce que disait Alain Lipietz, peut-être que si on décrète tout de suite que c'est mal, au fond on arrivera à un rapport de force qui de toute façon sera défavorable aux zones humides, défavorable à la nature, défavorable aux écologistes. Et donc on explique que c'est extraordinairement difficile de le faire, mais que si on arrive in situ à mettre en place des gens de bonne foi autour de la table, à avoir des processus où le rapport de force et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer là-dedans, peut-être qu'on arrivera à un exemple de compensation réussi. Je dis que c'est un pari, je ne dis pas que je suis pour la compensation, je suis contre les banques de compensation, etc. Et je voudrais aussi dire une dernière chose, c'est qu'avec Marc, on a vu Barbara Pompili, qui est secrétaire d'État à la biodiversité dans le gouvernement actuel,
et je sens que vous êtes plutôt a priori pas bien disposé à son égard. Mais moi, je trouvais que Barbara avait dit un truc assez fort, c'est qu'elle a dit que la loi pour la biodiversité, comme toutes les lois écologistes, et je dis la même chose sur la transition énergétique, ce sont des lois qui ont un parcours du combattant que n'ont pas les autres lois. On nous dit que les projets de budget c'est très difficile à voter, mais pas du tout par rapport à une loi écologique. La loi sur la transition énergétique, elle a été retardée de 2 ans. La loi sur la biodiversité, elle a eu un parcours qu'on n'avait pas imaginé au départ. Donc ça donne l'ampleur des résistances auxquelles il faut s'alpaguer et l'ampleur de la pensée qu'il faut avoir, et de l'action bien sûr, sur le sujet de la transition. Tu sais, moi c'est une de mes marottes. Donc je vous repasse la parole. Alors, par ailleurs, il est 19h17, donc on va prendre 4 nouvelles questions et on s'arrête. Oui, bonjour, Christophe Dupin de LV Tours. Et par ailleurs, je suis prof de SES en lycée, donc de sciences économiques et sociales en lycée. Et je peux vous certifier que l'année dernière, avec la COP21, ça a vraiment passionné les élèves. Alors ça leur a foutu la trouille, parce qu'il y avait dans les médias, on en a parlé comme ça, brutalement. Et là où ça les a passionnés, c'est parce qu'en cours, effectivement, tout ce que vous avez dit, en fait, on le fait à des lycéens, à 200 000 élèves de bac ES tous les ans. On parle des différentes théories, on les critique, les indicateurs de richesse. Et en fait, c'est les économistes, c'est la théorie économique qui est à court. On est limité et on doit changer, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, on doit changer de paradigme. Et c'est compliqué de changer de paradigme. On n'a pas encore le Einstein ou le Copernic de l'économie pour créer de nouveaux concepts. Alors, le concept de croissance économique, je crois, il est au cœur, parce que on est contre, mais on continue à l'utiliser. Donc il y a un truc qui est bloquant. Il faut revenir, effectivement, alors j'ai pas la solution, hein, mais il faut revenir, l'économie, c'est la science qui s'intéresse aux richesses. C'est-à-dire, les richesses, ce sont des biens, ce sont des services. Comment on se les partage, comment on les produit, comment on se les partage dans une société. Et la question, qui nous intéresse là maintenant au ELV, c'est comment est-ce qu'on intègre la nature, comment est-ce que les économistes intègrent la nature, parce que les économistes libéraux, pour eux, ils le traitent comme un coût à l'environnement. Comme ils traitaient le travail comme un coût social. On est d'accord sur... Je pense qu'on est tous à ELV d'accord sur le même constat, c'est-à-dire que la nature ne doit pas être un coût, mais c'est une richesse. Et comment est-ce qu'on arrive à gérer cette richesse collectivement, et alors mondialement, ce qui rajoute une couche de complexité. Comment est-ce qu'on gère cette richesse qui doit en même temps présenter aux populations le fait qu'on ne peut pas présenter la décroissance à une population. On ne peut pas dire que demain, vous allez moins bien vivre qu'aujourd'hui. Il faut donc... Non, mais bon, c'est pas juste finir. La question, c'est... Il faut faire rêver. On est toujours dans le progrès social. C'est-à-dire que... Je ne suis pas d'accord aussi avec Christine sur les services. Christelle, pardon. Excusez-moi. On peut multiplier les services sans qu'il y ait une atteinte à la nature, qui soit portée atteinte à la nature. Il y a des besoins illimités dans l'éducation, il y a des besoins illimités dans la santé, il y a des besoins illimités dans les relations sociales, et ça, ce sont des richesses économiques. Les relations sociales, c'est une richesse économique. Profiter d'un beau paysage, c'est une richesse économique, etc., etc. Passer du temps avec ses enfants, c'est une richesse économique. C'est-à-dire que c'est Merci de partager le micro. Ok, j'ai fini. Merci. Bonsoir, Jean-Pierre Lancry de Rouen. Je suis dans l'ESS depuis 30 ans, l'insertion par l'activité économique, le logement social, les territoires en transition et éventuellement les monnaies locales, régionales, complémentaires nationales et monnaies dédiées sur l'intergénérationnel avec lesquelles on travaille sur Jean au Sénat. Et le syndicalisme d'entreprise, j'y reviendrai. 3 ou 4 remarques préalables. Sur ce qu'a dit... Ça va aller vite. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Sur ce qu'a dit Alain, je ne suis pas du tout un spécialiste et je suis nul, mais les droits à polier, j'ai quand même retenu qu'il y avait de la spéculation financière sur les droits à polier et qu'il se faisait même des entreprises qui ne fonctionnaient pas, ils se donnaient des droits à polier. Donc il y a un petit problème. 2,
Je connais, sur ce qu'a dit la première intervenante, que je m'excuse, je ne connais pas, je connais la science physique, je connais la science mathématique, j'en ai fait, la biologie, je ne connais pas la science économique. Je connais l'idéologie économique, je connais les techniques économiques, mais je ne connais pas la science économique. Dernière remarque sur ce qu'a dit Christelle, sur 100 € dépensés à Carrefour, il y en a effectivement 97 qui vont dans la spéculation financière, il y en a 3 qui vont dans l'économie réelle, et sur les 3, oui c'est rapide, je simplifie pour aller vite, je sais, et sur les 3 € qui vont dans l'économie réelle, il n'y a que 18 centimes qui vont dans l'économie réelle locale. Je terminerai en disant, on a une commission économique qui fait son boulot, des professionnels, y compris, ils ont regardé la croissance faible et la post-croissance, et ils essayent de voir comment on peut quand même faire de l'emploi et de la prospérité dans ce cadre-là. Mais ils sont au quotidien dans la gestion des lois qu'on présente, des lois qu'on réagisse, etc., etc. Donc moi je pense, alors je lance ça, je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, je pense qu'on a besoin d'une autre commission à côté, qui n'est pas contradictoire, qui est complémentaire, sur l'économie citoyenne, sur la résilience citoyenne par rapport au dérèglement climatique, donc c'est monnaie locale, AMAP et le reste, et puis économie solidaire au quotidien, économie collaborative qui peut devenir solidaire, ce qui n'est pas joué, sur évidemment les questions de la post-croissance, et je rajoute un des trucs, et je m'arrête là-dessus, sur la question de l'écolo-syndicalisme. Bon, on voit bien qu'avec la question des lois de travail, avec la question du stress au travail, enfin je ne fais pas un dessin, moi j'étais syndicaliste d'entreprise, on a une vraie question qu'on couvre mal, nous. On avait fait un bel appel qu'avait lancé Farbias, mais il n'y a pas eu de service après-vente souvent chez Farbias, un appel des écolos-syndicalistes. Un appel des écolos-syndicalistes. Je pense qu'on a un travail à faire là-dessus, que ça peut être dans le cadre d'une commission, et que, y compris, est à l'ordre du jour, pas lancé par ELV évidemment, une nouvelle revue de débat transsyndical et du mouvement social. Est-ce que vous pouvez faire des questions courtes? Alors justement, ça va être très court. Thierry Pradier. On sait que les multinationales contournent par la mondialisation les lois que l'on établit en Europe tout en les bloquant. Ma question est simple. Comment fait-on de l'économie et de l'économie écologique avec les multinationales? Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement les brider, voire plus? Et deuxièmement, quid de la corruption? Parce que j'ai cru comprendre que c'est un problème pas du tout anodin d'un point de vue économique. Et comment on l'intègre dans cette réflexion que l'on a? Et j'ai fini. Bon, ma question va être aussi courte. J'ai bien compris la radicalité de l'opposition entre l'économie politique, l'écologie et l'économie, et je partage complètement. La question, c'est aujourd'hui, concernant les axes de combat que l'on doit mener en priorité. Il me semble qu'il y a un point d'attaque qui est largement partagé par beaucoup de gens, qui est le problème de la finance et le problème, comme l'avait évoqué, de l'explosion de la masse monétaire et de la dérégulation financière. Je pense que cet aspect-là, je vous pose la question, est-ce que c'est pas, alors bien sûr c'est du compromis, mais est-ce que c'est pas un axe aussi important pour combattre le capitalisme qui est en bout de course que de mettre en contradiction le capitalisme sur cet aspect financier? Une dernière, et puis on répond. Alors bonjour Benoît du Loiret. Moi j'ai appris que l'économie c'était pour éviter la guerre en fait, pour obtenir un bien sans le prendre à la personne qui on aimerait prendre son bien. Et moi ma grande question c'est comment on imagine une économie pour éviter la guerre et imaginons une économie de paix. Et ma grande question elle est avant tout autour de l'éducation, de la paix, parce que l'économie est avant tout une manière de prendre du pouvoir sur un bien, mais aussi du pouvoir tout court. Et donc c'est comment on représente le pouvoir d'être bien, heureux, et la richesse c'est avant tout une richesse sociale. Et donc ma grande question à moi, c'est comment on associe économie et paix, et comment on arrive à éviter aussi, en refondant dans l'économie, de créer de la guerre. Et voilà. Merci Mathias, merci de toutes ces questions. Je salue l'arrivée de Philippe Frémaux. Qui a mis 6 heures à arriver. Mais c'est pas drôle. Donc Philippe, là, on est effectivement à la fin des dernières questions. On va te résumer le débat, je vais te résumer le débat.
Donc je passe la parole à Christelle, puis à Valérie pour répondre aux dernières questions, puis on fera une petite conclusion du débat. Et je propose quand même qu'en conclusion, on ait une postface en quelque sorte de Philippe à la fin de notre conclusion de débat. C'est important. En termes de conclusion, qui va être en fait un peu quelque part le comment faire. Oui, la paix, effectivement, était à l'origine du libéralisme et notamment de toute l'idéologie qui a fondé la création du GATT puis de l'OMC. C'est-à-dire que quand on commerce, on ne se fait pas la guerre. C'était ça qui présidait au grand-père fondateur du marché mondialisé. On se rend compte aujourd'hui des limites, mais la question posée reste de toute manière pertinente. Et quand on est dans cet équilibre qui est en fait celui de la post-croissance, quand on parle de décroissance, c'est la deuxième phase d'une même médaille de la croissance. La post-croissance va au-delà. C'est justement cet équilibre dont on a parlé pendant notre atelier qui est quelque chose de totalement nouveau pour nous dans notre civilisation et qui implique forcément de mettre au cœur la démocratie et le partage démocratique de l'accès à la nature et finalement aux ressources de la nature. Donc et c'est là où vous avez le risque entre guerre et paix. Aujourd'hui, vous pouvez analyser l'ensemble des conflits internationaux, y compris ceux du Moyen-Orient, y compris la crise de 2008, comme étant une guerre des ressources qui est déjà présente et non analysée par les commentateurs dans les journaux télévisés. Donc ça c'était pour le premier point. Sur le comment faire par rapport aux multinationales. Vous savez que McDo a sorti le repas bio et local. On ne négocie pas avec McDo. C'est vrai, le compromis, vous allez le faire peut-être avec une personne qui a travaillé chez McDo. Mais la logique de domination mondiale de la restauration rapide de l'appareil McDo, de l'organisme McDo, vous ne pouvez pas être en compromis avec lui. Vous pouvez arrêter de manger chez lui, ce qui est notre pouvoir de citoyen. Vous pouvez aussi commencer, moi je parle souvent des villes et villages en transition, parce que les trois piliers de la résilience des territoires, ce qui est la relocalisation de trois choses, l'alimentation, l'énergie, la monnaie. Marie-Monique Robin dit ça beaucoup mieux que moi. Ce sont les trois piliers sur le comment faire. De toute manière, à un moment ou à un autre, vous arrivez à cette relocalisation-là. Et elle passe par le fait, et un dernier mot qui sera ma conclusion, c'est que cette action-là que vous avez envie de faire, vous ne la ferez jamais seule. L'individualisme n'est possible que parce que le pétrole existe et que nous avons chacun des centaines, entre guillemets, d'esclaves énergétiques. À partir du moment où on sort du pétrole, ou à partir du moment où on se dit on ne peut pas continuer à extraire autant de pétrole et donc il va falloir faire autrement, de fait, vous commencez à entrer il faudra que quelqu'un d'autre fasse pour vous. Et de fait, l'individualisation terrible de nos sociétés fondées pour continuer à consommer, devenir des individus à consommer, elle tombe parce que vous ne pouvez sortir de ce système pour en créer un autre qu'en groupe, qu'en communauté, qu'en collectif. Et c'est là que vous retrouvez le sens et finalement aussi, j'espère, du bonheur. Ah bon, là tu vois, à Bordeaux. Oui, mais tu l'as pas fait. Il y a 2 ans, Bordeaux. Alors, après la séquence bonheur, pour répondre un peu aux questions, qui est une séquence un peu plus rude, qui est sur les questions qui ont été posées sur notamment la question des pratiques en entreprise, de la dureté du monde du travail qui est induite par les règles actuelles qui sont pratiquées dans le monde économique, notamment par le traitement qui est réservé au plan comptable au travail. Il y a de toute évidence là un enjeu. Est-ce que le monde syndical aurait aussi besoin de nouvelles idées et donc pour une action en matière de pratiques en entreprise écologique et syndicale plus concertée, peut-être conciliée.
La question de la finance, je pense, c'est une question sur laquelle il y avait grande convergence sur le fait de dire que c'est en s'attaquant à ce sujet-là, et qui est un sujet sur lequel les cibles sont quand même assez faciles à discerner, la concentration des pouvoirs entre quelques grandes entreprises financières sur les marchés financiers, et puis l'horizon de temps de la finance, notamment aussi une certaine forme de discipline à instaurer sur l'algo-trading, des choses comme ça, les taxes Tobin que nous promet depuis longtemps. Il y a un certain nombre de sujets sur la finance qui, s'ils étaient effectivement mis en œuvre, pourraient faire basculer l'ensemble du processus derrière. Pour ce qui est des multinationales, moi je pense qu'une partie du sujet peut être réglée via la question des normes comptables, parce que les normes comptables, elles sont internationales. Enfin, il y en a deux grandes séries. Il y a celles qui sont pratiquées par l'Europe, celles qui sont pratiquées par les États-Unis, mais elles sont très très convergentes. Donc c'est aussi à ce niveau-là, en jouant à ce niveau-là, vous faites bouger un peu toutes les règles du jeu par taquet. Et c'est tout à fait quelque chose qui pourrait être porté au plan politique. Parce que, et ça peut être un élément un peu pour conclure, je pense que le point qui a fait rejoindre beaucoup d'interventions, c'est la question de arrêter de se donner un horizon qui soit celui de la croissance ou de la maximisation, mais celui de l'équilibre. Et ceci est peut-être faisable si on a une vision à peu près claire de ce qu'est l'économie. L'économie, ça rejoint la question du bonheur, mais formulée de façon différente. L'économie, c'est les pratiques économiques que nous avons chacun, qui sont théorisées dans un certain nombre de théories qui peuvent prendre le nom de science, qui font aussi l'objet de discours, qui peuvent être des discours de nature politique ou des discours de nature non politique, et puis qui reposent sur un certain nombre de normes. Mais si demain nos pratiques changent à tous, eh bien l'économie changera de fait, et la théorie économique sera elle aussi obligée de changer. C'est pas la théorie économique qui dicte les pratiques en toute logique. En toute logique, si on se met au niveau des principes, c'est dans l'autre sens que ça fonctionne. Et je pense que c'est un élément de force du discours à avoir, qui est de bien avoir en tête que l'économie n'est que la somme de nos comportements individuels et collectifs, et qu'il faut mettre ça sur la table également. Merci. Alors, trois petits mots avant de passer la parole à Philippe pour cette postface. D'abord, sur la question de la finance, on a vu qu'il y avait, pour répondre aux camarades qui disaient est-ce que c'est l'axe de travail prioritaire? Moi, je pense que oui. Et d'autant plus qu'on a vu avant la COP21 que sur le sujet du désinvestissement, par exemple, qu'il y avait des mouvements assez rapides qui pouvaient se créer là-dessus. C'est-à-dire que l'un des paradoxes, c'est que la finance, ça a été largement dit, c'est spéculatif, ultra court-termiste, etc. Mais on peut justement assister à des modifications des décisions d'investissement qui peuvent être assez rapides si on démontre en quelque sorte que la transition écologique, c'est la perspective d'avenir. Alors, on peut discuter sur la manière de le démontrer, mais ça, c'est un point important parce qu'en plus, il y a un espoir là-dessus. Donc, il faut à la fois combattre sur le champ de la spéculation, du désinvestissement et plutôt de la modification des flux d'investissement, ça me semble être important. Après, sur ce sujet financier, moi, je trouve que ce qu'a dit Valérie sur la question du PIB et du fait qu'on ne valorisait pas notamment suffisamment la question de ce que, je ne sais pas si c'est produit, mais en tout cas de la richesse que représente l'action publique, les services publics, etc. Il y a aussi quelque chose, une discussion au moment des débats budgétaires, cette espèce de contrainte systématique et cette façon dont il n'y a pas de discussion sur la réorientation des masses budgétaires, moi c'est aussi quelque chose qui me frappe. Deuxième chose, pour être aussi assez rapide, il y avait ce professeur qui est parti, mais qui nous a fait un long développement sur la façon dont, dans ces classes, dont les jeunes, au fond, avaient été passionnés par cette perspective de la COP21. C'est-à-dire qu'au fond, ils avaient vu différemment les sujets développement durable, qui sinon étaient peut-être des sujets rasoirs. Donc je pense qu'il y a aussi une manière, il faut revenir sur cette question de l'éducation et revenir sur la manière dont on fait le lien entre la réalité de ce qui se passe et les enseignements qui portent sur l'écologie. Parce que si vous discutez avec des jeunes, avec vos enfants, avec je ne sais pas qui, des jeunes que vous connaissez, vous apercevrez que ces sujets peuvent être perçus comme profondément rasoirs ou au contraire être des sujets sur lesquels ils ressentent les choses à la fois en termes d'idéal,
pas seulement le truc concret des éco-gestes, parce que quand on leur demande de trier leur pain à la cantine, je suis pas sûre que ça les passionne, et ils ont tort, mais si on leur met la perspective sur le Nord-Sud, ils peuvent aussi se passionner. Donc cette question de l'éducation, moi je trouve qu'elle est assez fondamentale, et que j'étais assez frappée par la passion qui animait ce copain, et moi ça m'a plu. Voilà, donc je passe la parole à Philippe pour sa postface. Et il est particulièrement aisé de faire une postface à un livre qu'on n'a pas lu, mais enfin, vous avez, comme nous les journalistes, on a l'habitude de faire des notes de lecture sur des bouquins qu'on lit à peine. Je vais assumer ce rôle en vous imposant plutôt l'introduction que j'aurais faite si la SNCF avait été de notre côté, mais une fois de plus, on voit bien que bon, c'est pas toujours le cas. En fait, j'avais essayé de prendre le titre de la table ronde au sérieux, donc sur les rapports entre l'économie politique et l'écologie politique. Et c'est vrai que l'économie politique telle qu'elle a émergé à la fin du XVIIIe, dans un contexte où effectivement l'économie était en train de s'autonomiser des autres sphères de l'existence sociale, elle, à l'origine, elle prenait en compte la question des limites, je veux dire, que ce soit pour voir comment on les contourne ou comment elles s'imposaient à nous. Je pense chez Malthus, Ricardo, ou évidemment chez les physiocrates. Et c'est avec la théorie néoclassique, dans sa forme la plus achevée, donc à la fin du XIXe siècle, et dans un contexte effectivement très influencé par la mécanique newtonienne, le positivisme, etc., que la théorie économique s'abstrait finalement de la nature, avec cette idée qu'au fond, avec du travail et du capital, on peut tout produire et on peut développer tout ça de manière qui soit illimitée. Et de fait, quand l'écologie politique est intervenue avec la prise de conscience effectivement des limites de la planète, elle est rentrée de manière frontale en conflit avec ce qu'est la théorie néoclassique, avec la théorie standard, qui reste extrêmement influente dans les milieux qui effectivement sont les milieux qui décident à la fois pour des raisons qui tiennent à des logiques d'intérêt, mais aussi pour des raisons de domination culturelle idéologique. Et c'est d'autant plus grave que la science économique, que la science économique qui prétend aujourd'hui ne plus être une science politique, je veux dire, et donc et fait précisément particulièrement de la politique quand elle s'en défend en énonçant des contraintes objectives au nom de la science, avec une sorte de vision physico-chimique de la société, alors que l'économie sérieuse est une économie qui est forcément les pieds dans l'histoire, dans la sociologie, puisque c'est d'abord, comme vous l'avez dit, une affaire de somme de comportements humains, à la fois individuels et collectifs, et donc quelque chose de profondément historique. Et donc, la question, c'est qu'une partie, effectivement, des moyens qu'on a aujourd'hui de prendre en compte la réalité sont liés à une économie qui s'est développée en relation avec cette théorie. C'est-à-dire que la croissance des 30 Glorieuses, qui nous a donné cet indicateur merveilleux qu'est le PIB, est une croissance où on compte, au fond, tout ce qui se compte sur le plan monétaire, tout ce qui peut être monétarisé, dont d'ailleurs l'action des pouvoirs publics, à travers le coût de leur activité en termes de budgétaire. On considère que les pouvoirs publics apportent la valeur qui correspond à leur coût. Mais c'est vrai que cet indicateur a pu fonctionner dans un moment historique où, de fait, le besoin de croissance quantitative pour se loger, pour accéder tous à une machine à laver, etc., à un logement correct était un besoin dominant et partagé, et où en plus l'extension du salariat et donc l'accès des revenus monétaires était vécu comme quelque chose d'émancipateur par une grande partie de la société, je dirais, et notamment par les femmes, parce que la femme qui bossait sans être rémunérée à la ferme, en étant surexploitée, sans avoir aucun droit, quand elle devient employée de banque dans les années 60, et qu'elle accède à un logement où il y a une salle de bain, des toilettes, etc., elle vit ça comme un progrès évident par rapport à ce qui était l'exploitation et la domination qu'elle subissait dans la période antérieure. Alors on est rentré aujourd'hui dans une autre période où le PIB, par contre, est devenu complètement déviant, parce qu'il ne donne aucun indicateur sur les égalités, les inégalités, la qualité du bien-être, et on voit bien que la corrélation entre croissance du PIB et croissance du bien-être n'est plus vraie depuis la fin des années 70, et il ne dit rien, évidemment, de la destruction des ressources naturelles qui sont le fondement même
de notre vie sur cette planète, dans la mesure où c'est purement un compte de flux et pas du tout un compte de capital. C'est comme une entreprise qui, au fond, n'amortirait pas l'usure de ses machines. Ben, évidemment, il y a un moment où tout d'un coup, elle découvre qu'elles sont toutes usées et elle dépose son bilan. Eh bien, l'économie mesurée par le PIB est en train de bientôt déposer son bilan du fait de la non prise en compte, effectivement, de la valeur de ses ressources. Et donc, il est très important de sortir de cette abstraction monétaire de l'économie standard et des indicateurs qui lui correspondent pour aller vers des indicateurs qui sont plus qualitatifs, d'autant plus que contrairement à la vision qu'ont les économistes qui essaient d'intégrer l'écologie dans leur raisonnement, l'écologie, elle est pleine de biens qui sont des biens non substituables et sur lesquels il n'y a pas de réversibilité quand ils viennent à disparaître. C'est-à-dire que si vous avez une plante qui disparaît, je veux dire, l'économiste, si cette plante ne vaut rien, eh bien pour lui, soit son coût est nul, soit son coût est infini, donc il est donc indéfini et donc on ne le prend pas en compte. Or, il est évident que pour nous, les ressources, effectivement, de la planète qu'on menace et qui sont en train de disparaître, ont une valeur qui est une valeur qui n'est pas monétaire, qui n'est pas économique, mais dont on voit bien qu'il faut avoir des indicateurs qui sont capables de représenter leur évolution et de prendre des décisions en matière économique qui, effectivement, veillent à ce que ces ressources soient préservées. Ça, c'est extrêmement important et ça suppose de rentrer dans le qualitatif. Alors, les économistes vont répondre « Ah oui, mais là, vous êtes dans le subjectif, le PIB est objectif. » Parce que ça écrase tout, c'est un équivalent. C'est un gros mensonge. Le PIB repose sur tout un ensemble de conventions qui sont des conventions sociales, qui sont celles d'une époque. Il ne prend pas en compte, par exemple, l'action des 16 millions de bénévoles qu'on a dans l'économie sociale. Il ne prend pas en compte le travail domestique des femmes, sur lequel la société s'écroulerait du jour au lendemain s'il était pour disparaître. Donc on voit bien qu'il y a des préférences sociales, des conventions sociales derrière cet indicateur. Donc il s'agit de lui substituer d'autres indicateurs qui sont en rapport avec les enjeux et les défis de la période, et dans le même cas, en discuter évidemment démocratiquement, parce que s'il y a une question centrale pour notre société, c'est d'être capable de décider ensemble de ce qui compte vraiment. Voilà. Merci Philippe. Bon, écoutez, merci à tous d'avoir été si nombreux et je vous donne rendez-vous aux prochaines journées d'été pour un nouveau débat sur économie et écologie. Je prendrai le train d'avant. Avec les mêmes et d'autres. Merci. Ah oui, d'accord. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre un exemplaire de la note sur la compensation concernant la biodiversité que j'ai évoquée tout à l'heure pendant le débat, pour essayer de vous convaincre qu'il y a une bonne vision de la compensation.